Pendant des décennies, la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a incarné le développement et l'organisation du sport le plus populaire de la planète. Mais derrière cette image prestigieuse, un vaste système de corruption s'est progressivement installé jusqu'à éclater au grand jour en 2015. L'affaire remonte à plusieurs années. Selon les enquêtes menées par les autorités américaines et suisses, des responsables de la FIFA et de plusieurs confédérations continentales auraient accepté des millions de dollars de pots de vin en échange de l'attribution de droits de diffusion, de contrats marketing et de l'organisation de grandes compétitions internationales. Ces pratiques auraient perduré pendant plus de 2 décennies. Le 27 mai 2015 marque un tournant historique. À la demande de la justice américaine, plusieurs hauts responsables de la FIFA sont arrêtés dans un hôtel de Zurich en Suisse, quelques jours avant le congrès électif de l'organisation. Les accusations portent notamment sur la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude. L'affaire fait rapidement la une des médias du monde entier et provoque une crise sans précédent dans le football international. Au cœur de la tourmente se trouve le président de la FIFA, Sepp Blatter. Bien qu'il nie toute implication dans les faits reprochés, la pression devient de plus en plus forte. Réélu pour un 5e mandat, il annonce quelques jours plus tard sa démission. Par la suite, il est suspendu de toute activité liée au football par les instances éthiques de la FIFA, tout comme Michel Platini, alors un président de l'UEFA, dans une affaire distincte liée à un paiement controversé. Les enquêtes se poursuivent pendant plusieurs années. De nombreux dirigeants plaident coupables ou sont condamnés, tandis que plusieurs fédérations nationales renforcent leurs mécanismes de contrôle. Le scandale met en lumière les failles du système de gouvernance de la FIFA, notamment le manque de transparence dans les prises de décision et les procédures d'attribution des compétitions internationales. Face à cette crise, la FIFA engage une série de réformes. L'organisation adopte de nouvelles règles de gouvernance, renforce les contrôles financiers, limite la durée des mandats de ses dirigeants et crée des mécanismes de surveillance plus stricts. Son objectif est de restaurer la confiance des supporters, des fédérations, des sponsors et des partenaires. Malgré ces changements, les débats sur la transparence et l'éthique continuent d'accompagner la FIFA. Chaque nouvelle attribution de compétition majeure est désormais examinée avec une attention particulière par les observateurs et les médias. Plus de 10 ans après le début du scandale, l'affaire de corruption de la FIFA demeure l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du sport mondial. Elle rappelle que la bonne gouvernance, l'intégrité et la transparence sont devenues des conditions essentielles pour préserver la crédibilité du football et des institutions qui le dirigent. Voilà, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Captain Mohamed Abou Sabra, qui est un ancien joueur de football. Merci d'être avec nous. Merci monsieur Nabil, merci, c'est un plaisir. Alors, tout d'abord, on ne peut pas parler de la FIFA, de la Coupe du Monde, sans parler du match de l'Égypte. Bien évidemment, oui. Malheureusement, alors c'est vrai qu'on attendait tous un résultat positif. On a été courageux, valeureux, mais finalement le score n'a pas été en notre faveur. Alors, est-ce que on parle beaucoup de l'arbitre, des erreurs d'arbitrage, de la connexion entre la FIFA et l'Argentine, d'une finale rêvée, d'une revanche entre la France et l'Argentine, dont la FIFA rêve depuis pas mal d'années, et beaucoup de gens rêvent de ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de quelques erreurs techniques du côté égyptien ? Bien évidemment, on peut, comme vous dites, on doit en fait parler de quelques erreurs techniques de la part du staff et de Hossam Hassan, bien entendu. Mais ce que s'est passé pendant le match et les résultats finaux, ils ont fait qu'on n'en parlait que de ça, que de la corruption, de la FIFA, les influences médiatiques sur justement sur l'arbitrage, sur les autres joueurs, sur le public argentin qui était un peu violent vis-à-vis du public égyptien, même par rapport aux événements qui sont passés à la fin du match. Tout le monde est au courant, bien entendu. Mais comme vous dites, M. Nabil, il faut qu'on parle un peu de problèmes techniques ou de fautes techniques justement de la part de Hossam Hassan. Mais on ne peut pas négliger en même temps que Hossam Hassan, il a fait son meilleur pendant au moins 80 minutes. Pendant 80 minutes, il n'y avait pas beaucoup de fautes. Oui, il y avait des fautes, bien sûr. Mais on peut dire que l'effondrement de statut physique de joueurs égyptiens
a fait que les Argentins, ils ont pris un peu plus de courage pour justement nous attaquer d'avance pendant ces 10 dernières minutes. Mais quand même, à mon avis, la première erreur technique de la part de Hossam Hassan, c'était justement de ne pas penser au côté gauche, ou bien de côté gauche, côté de Karim Hafez, bien sûr, parce que depuis le départ, ou bien le changement de Karim Hafez, tout a effondré de côté gauche, de notre côté gauche, ou bien de côté argentin, côté droit, l'aile droit de côté argentin, l'endroit où Messi jouait, quoi. Donc, pendant 80 minutes, j'ai senti que Messi, il n'était pas très à l'aise. Et il a même perdu son équilibre, surtout après avoir raté le penalty sauvé par Oufa Choubir, bien sûr. Et j'avais l'impression que ce n'est pas le jour de Messi. Mais quand même, depuis, je ne peux pas accuser seulement Trezeguet ou Omar Marmouche, bien sûr, mais depuis la rentrée de Trezeguet sur le terrain, moi j'ai senti que Messi, il a pris un peu plus sans confiance en soi, et puis voilà, les résultats, il a marqué. Mais comment l'Égypte a toujours été connue pour une équipe plutôt défensive? On se souvient tous de matchs épiques, notamment contre l'Irlande en 1990 par exemple. Comment est-ce qu'on n'a pas pu tenir le résultat? C'est ça la question que tout le monde se pose finalement. Le côté physique, monsieur Nabil. Le côté physique, c'était pas facile de jouer 4 matchs. L'Argentine, c'était le 5e. Au bout de, à mon avis, moins que 2 semaines. Les joueurs égyptiens n'étaient pas prêts physiquement de faire une lutte pareille pendant 15 jours. Et en plus, moi, à mon avis, je crois que Hossam Hassan, il fallait qu'il prenne quand même un 23e joueur. Hossam Hassan a pris uniquement 22 joueurs et 4 gardiens de but. On avait besoin d'un joueur supplément. Vous avez vu le cas de blessure de Mohamed Abdelmenem, le cas de blessure de Ahmed Fattour. Vraiment, à mon avis, deux joueurs piliers sur la constitution ou bien sur la composition de l'équipe égyptienne. Mais on avait besoin, par exemple, de faire entrer ou de tester, pourquoi pas, Ibrahim Adel. Ibrahim Adel, un des meilleurs joueurs égyptiens, il a bien montré qu'il méritait d'être là, mais il n'a même pas joué une seule minute. Pareil pour Donga, à mon avis. Moi, je crois que Hossam Abdelmegid, on avait besoin de lui au moins pendant les 15 ou les 20 dernières minutes pendant ce match. Surtout qu'après son penalty, il était quand même... il avait le moral, quoi, on va dire. C'est un bon joueur, comme vous dites, monsieur Nabi. Un bon joueur. Et il a pris beaucoup d'expérience avec les Zamalek, il a beaucoup de confiance en soi après avoir marqué le dernier penalty contre l'Australie, comme vous dites. Et vraiment, il sait jouer beaucoup aux têtes. Le jeu de tête avec des joueurs pareils, à mon avis, 3/4 des buts argentins, c'était marqué avec la tête, mis à part les buts marqués par Messi, bien sûr. Les autres... C'était une déviation de la tête, donc il y avait aussi... Exactement, donc c'est pour ça, moi je crois qu'on avait besoin de Hossam Abdelmegid. La faute technique de faire entrer Trezeguet, de jouer comme d'arrière gauche ou bien comme un aile gauche, mais un peu défensif de côté de Messi, à mon avis, ça c'était une faute technique de la part de Hossam Hassan. Et à mon avis, voilà, on n'avait pas beaucoup de chance techniquement, mis à part les fautes d'arbitrage, comme vous dites. Quels sont les joueurs égyptiens? On va faire une petite parenthèse sur l'Égypte et puis après on va parler des différents scandales de la FIFA. Quels sont les joueurs égyptiens qui vous ont marqué? Alors, nous on les connaît parce qu'on regarde le championnat, on connaît le niveau. Mais quels sont les joueurs, à votre avis, qui ont bien réussi leur mondial et qui peut-être vont avoir des propositions de contrat à l'étranger? Premièrement, Oufa Choubir, bien sûr. Un des meilleurs gardiens de but jusqu'au 16e de finale. Oufa, c'est pas seulement une question de sauver un penalty ou bien de contrer un centre. Oufa, c'est un gardien qui travaille beaucoup pour mériter d'être là ou bien d'être un remplaçant pendant très longtemps de Mohamed El Chenaoui et après prendre la place. C'est pas facile de prendre la place d'un grand gardien tel El Chenaoui, bien sûr. Il est plus fort que son père? Largement.
largement, je trouve. Et je crois que son père aussi, il a avoué, il a déjà dit que même leur séance d'entraînement à l'époque comme gardien de but, ça n'a rien à voir avec les séances d'entraînement actuellement. Et du coup, les gardiens de but actuellement, ils ont plus de côté technique que d'autres fois. Et c'est pour ça que je trouve que Mustafa Chouir, par rapport à son père, oui, il est beaucoup mieux. Et après Mustafa Chouir, Mohamed Hani, bien sûr. À mon avis, il n'y a que le côté, ou bien le seul côté négatif de Mohamed Hani qui va pas qui restera avec l'Ahli, qu'il a 29 ans ou bientôt 30 ans, c'est son âge quoi. Il y a aussi la révélation de la Coupe du Monde pour moi, Haytham Hassan. Haytham Hassan, c'est un des meilleurs joueurs et il a bien montré que comme aile droit, c'est un joueur qui joue avec son pied gauche et il sait aussi centrer avec son pied droit, même s'il est gaucher. Mais quand même, c'est pas une question de technique et il est costaud sur le terrain, je trouve, malgré son âge. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu de Lamine Yamal. Il a le côté Lamine Yamal, tranquille, il n'est pas très rapide, mais impossible d'arracher le ballon de ses pieds. Ça, c'est le côté Et des accélérations fulgurantes, quoi. Et il s'accélère bien avec le ballon plus que tout seul. Ça, c'est très difficile dans le foot, monsieur Nabil. Voilà, en ayant le ballon entre ses pieds et avancer avec, ça c'est très très difficile. Il n'y a que les joueurs qui ont plus de potentiel qui arrivent justement à faire quelque chose pareil. Et mis à part bien sûr ces deux joueurs, on ne peut pas oublier le grand rôle de Marwan, bien sûr, Marwan Ataya au milieu des terrains. Yasser Ibrahim, il a marqué, il a fait une bonne Coupe du Monde aussi avec Rami Rabia, bien sûr. Et ça, c'est à mon avis. De jouer sans Mohamed Salah, c'est très difficile. Mohamed Salah, c'est un joueur, malgré la différence de son niveau, on parle d'un Mohamed Salah actuellement qui a 34 ans. Certes, il y a 4-5 ans, c'était pas le même physique, mais le fait d'avoir un joueur pareil sur le terrain, ça donne du peur ou bien un peu de la crainte, un peu de... Mais justement, le rôle de Salah, c'est ça le propre des grands joueurs. On a parlé de Messi quand il était quasiment avant-centre et qu'il est revenu un petit peu. Mohamed Salah n'a pas joué dans son registre, il n'a pas joué dans... alors normalement, il joue à droite à Liverpool. Sur l'aile droite. Voilà. Là, à droite, on a vu Haytham, on a vu avant ça Zico, par exemple. On a l'impression qu'il jouait plus, pas en tant que playmaker, mais bon, en tant que numéro 8, numéro 10, on va dire. On a l'impression, les gens qui comprennent le football, quand le ballon arrivait à Salah, il revenait propre. C'est ce qu'on avait l'impression. Oui, bien sûr. Il sait garder le ballon. Oui. Et comme je viens de vous dire, il attire l'attention des autres joueurs, les joueurs adversaires, bien sûr. Et quand on a besoin de calmer un peu le jeu, il sait prendre les fautes. Il sait mettre le défenseur dans une position de le pousser ou bien de lui faire un tacle. Comme ça, on peut gagner quelques secondes pour justement pour que les joueurs prennent un peu de pause, respirer un peu. Sur le terrain, c'est pas facile de jouer 90 minutes, monsieur Nabil. Donc de temps en temps, on a besoin de 10 minutes, 30 secondes de pause. Alors c'est, à mon avis, lui et Omar Marmouche, mais à son vrai niveau, parce que la version de Omar Marmouche qu'on a vue pendant cette Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Mais pour l'instant, il y a que Mohamed Salah qui arrive à faire ça. Et il faut dire aussi, le fait de savoir parler couramment l'anglais aussi, il arrive à se communiquer avec les arbitres, à transmettre le point de vue des joueurs, des sous-joueurs ou aux arbitres. Donc il a un grand rôle sur le terrain. Et vraiment, quand il va arrêter, ou bien j'espère qu'il va continuer bien sûr sa parade avec l'équipe nationale, mais c'est vrai qu'on aura beaucoup du mal sur le plan international, bien sûr, quand il va arrêter. Mohamed Salah, c'est un joueur indispensable. Emblématique, oui. Alors, je suis surpris que vous n'ayez pas cité deux joueurs. Moi, personnellement, il y en a un que j'adore, c'est Imam Achour. Je trouve qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Bien sûr, bien sûr. Mais la vraie révélation, à mon avis, c'est Zico. C'est la trouvaille de Hossam Hassan. Bien sûr, bien sûr. Imam Achour, c'est un joueur de potentiel. C'est un joueur qu'on doit le traiter d'une manière un peu psychologique avant que ça soit traité techniquement. Donc Hossam Hassan, c'est un des coachs très intelligents. Il savait, déjà c'est un Égyptien, donc il connaît bien sûr les attitudes et la mentalité des joueurs égyptiens. Et il connaît très bien les joueurs talentueux comme Imam Achour. Donc je crois que Imam Achour, il a trouvé plus sa liberté, où il est plus à l'aise avec
Hossam Hassan. C'est pour ça, je sais pas, tout le monde l'a remarqué, Imam Achour a joué 3 ou 4 postes sur le terrain. Oui. Son poste principal, c'est un numéro 8. Oui. Mais de temps en temps, il jouait comme numéro 6, de temps en temps, il jouait comme un aile gauche, Oui. de temps en temps, il jouait sur la droite. Il a fait, je crois, 2 matchs sur le Contre côté droit. l'Australie, notamment, il était à Exactement. droite. Oui. Et pourtant, il n'a jamais fait ça avec l'Ahli, bien sûr. Donc, Imam Achour, mais le seul point d'inconvénient de Imam Achour, à mon avis, je trouve que Imam Achour, physiquement, il n'est pas capable de faire les 90 minutes au même niveau. Il se fatigue facilement. Et le résultat, par exemple, la petite déchirure, je sais pas, j'espère que ce ne soit pas une déchirure, il a une crampe à la fin de la première mi-temps du match contre l'Argentine. Il a même demandé de se remplacer. C'est pour ça, Imam Achour, il doit penser à changer sa manière de vie, son mode de vie. Imam Achour, c'est un joueur qui aime beaucoup la vie, rester très tard la nuit. Et je ne veux pas manger n'importe quoi, je ne connais pas la personne, mais je crois qu'il n'est pas, en dehors de terrain bien sûr, il n'est pas pro, pas à 100%. C'est pour ça, Imam Achour aussi, il pense à ce moment-là, parce que Imam Achour, il va avoir 28 ans. Un peu comme Neymar ou Ronaldinho, ou des gens qui aiment plus la vie que... Zico, c'est vraiment une trouvaille. La trouvaille, oui. Personne ne le connaissait. On l'a vu la première fois pour le match amical contre la Russie. Il marque contre la Russie, il marque contre le Brésil, il marque 2 buts pendant la Coupe du Monde. Un but refusé, injustement. C'est vraiment une trouvaille, ce garçon. Oui, la nouvelle version de Gueddou, de Mohamed Nagui Gueddou, la trouvaille de Hassan Shahata en 2010. Donc voilà, comme vous dites, Zico, on ne peut pas l'appeler un avant-centre, on ne peut pas l'appeler un aile, on ne peut pas l'appeler un défenseur. C'est un joueur, à mon avis, un joker ou un atout supplémentaire sur le terrain, qui court beaucoup, qui fait beaucoup de la pression sur les autres défenseurs. C'est pour ça, ce style de jeu, c'est bien préféré par Hossam Hassan. Hossam Hassan, il aime beaucoup les joueurs qui courent beaucoup. C'est pour ça, Zico, il a bien montré, même aussi sa capacité de marquer le but. Personnellement, ça m'a surpris. Il est calme devant la cage. Moi, j'ai vu, surtout pendant le but refusé, il a marqué avec le gauche. Après la passe décisive de Mohamed Salah, sa façon de la marquer devant un grand gardien comme Emiliano Martinez, je trouve que Zico, c'est vraiment une trouvaille, une révélation, et j'espère, même malgré son âge, il a 29 ans aussi lui, mais il pourra au moins nous donner, sur le plan international, au moins 3-4 ans, mais on espère qu'il va maintenir le même niveau, et bien sûr avec Hossam Hassan ou avec quiconque, mais vraiment, ça c'est un des joueurs qui ont bien montré leur capacité et aussi comment ils méritaient d'être là pendant la Coupe du Monde. Et c'est pas facile de marquer de buts, monsieur Nabil, pendant la Coupe du Monde. C'est sûr. Alors on va revenir un petit peu au dossier chaud. L'histoire par exemple du coup de téléphone de Donald Trump au président de la FIFA pour annuler le carton rouge de Balogun, le joueur américain. Je crois que c'est du jamais vu. Ça n'existait pas au foot. Et le fait d'avoir un carton, surtout pendant c'est pas un championnat, monsieur Nabil, c'est une compétition limitée par le temps. Ça commence par telle date jusqu'à telle date. Je crois qu'au bout d'1 mois, on doit terminer. Donc impossible de doubler les matchs, impossible de changer les décisions des arbitres. Ça, c'était un carton donné par un arbitre. En football, bien dans la constitution du football, de refuser un but, de refuser un carton, c'est impossible après le siffle de la fin d'un match. Du coup, je trouve que ça, c'est une chose qui n'est jamais arrivée au football. Un coup de téléphone de la part d'un président d'un pays organisateur de la Coupe du Monde au président de la FIFA, M. Infantino, le lendemain, je crois que c'est au bout de quelques heures, c'est même pas le lendemain, le carton rouge, ça a été refusé. Et voilà, on a vu Balogun sur le terrain. Mais justement, avec tous ces scandales qu'il y a eu, l'arbitre somalien dont on a refusé l'entrée dans le territoire, au début, des joueurs qui ont été fouillés, même Messi, quand même, le plus grand joueur du monde, qui a été fouillé sur le tarmac de l'aéroport, les pauses fraîcheurs que personne ne comprend à part pour mettre de la publicité. Est-ce que finalement Gianni Infantino vend un petit peu l'âme du football? Bien sûr, le côté
économique où la publicité est devenue maintenant la reine ou le roi du football. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus important de gagner l'argent plus que de voir le spectacle sur le terrain. Comme vous venez de dire, monsieur Nabil, la pause des réhydratations au bout ou pendant chaque temps, première et deuxième mi-temps, et pourtant c'est pas la chaleur qui demande ça, c'est juste pour des raisons médiatiques. Mais c'est ça, oui. En fait, ça va contre l'esprit du jeu. Bien sûr. Moi, je me souviens par exemple du match contre l'Australie. La première pause fraîcheur, l'équipe d'Égypte tenait le ballon et commençait à vraiment construire un beau jeu. Et il y a eu cette pause. Ça casse tout. Et ça casse tout. Tout à fait. Parce que sur le terrain, une fois qu'on prend le rythme de gagner ou bien de maîtriser, ou je veux pas, mais ça se peut dire aussi de manipuler le jeu, d'un coup, l'arbitre, il arrête tout. Et il siffle, et voilà, le jeu, ça s'arrête. Et le fait d'avoir une pause de quelques secondes, ça peut tout renverser. Ouais. Et on l'a déjà vu pendant plusieurs matchs, qu'un match mené par un côté, après la pause fraîcheur, c'est l'inverse. C'est exactement ce que s'est passé. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, on a vu un arbitre qui a déjà pris son visa pour justement rentrer sur le terrain américain. Et à l'aéroport, il était demandé, après l'avoir interrogé pendant quelques heures, il était obligé de rentrer chez lui parce qu'il n'était pas le bienvenu. Mais comment ça se fait qu'il ne soit pas le bienvenu? Et pourtant, au départ, tu as donné le visa. Oui. Ou ton État lui a donné un visa pour, justement, il vient là pour faire son boulot et après il va revenir chez lui. Donc il est venu avec ou sous le drapeau de la FIFA comme arbitre officiel, comme arbitre international. Oui. Ça c'est pour l'arbitre. Aussi, une deuxième chose, comme vous dites, le côté argent, Infantino, Gianni Infantino, oui, on peut dire ça, Gianni Infantino, maintenant, il va avoir une révolution contre lui. Et à mon avis, impossible pour lui de renouveler un nouveau mandat. Après le prochain mandat, après les prochaines élections. Je crois qu'il va perdre sa place parce qu'il a tout changé. Ça date pas d'aujourd'hui, monsieur Nabil, ça date de la Coupe du Monde, la dernière version en 2022. Je sais pas, depuis 2022 jusqu'à maintenant, il a fait combien de visites à Qatar, combien de visites en Arabie Saoudite. Pourquoi faire? Pour des raisons inconnues. Voilà, donc c'est ça l'esprit de foot. Et si vous voulez vraiment donner la Coupe du Monde à un certain joueur ou à un certain pays pour des raisons médiatiques, voilà, vous n'avez qu'à organiser la Coupe du Monde entre 12 ou 16 équipes et c'est tout. Mais justement, on a l'impression par exemple que les différents dirigeants avaient beaucoup plus de facilité à critiquer la Coupe du Monde au Qatar. On se souvient par exemple du ministre allemand qui est allé au Qatar assister à un match que de critiquer cette Coupe du Monde-là. C'est quoi? La politique, monsieur. C'est Trump qui leur fait peur? C'est quoi? C'est Trump. C'est voilà, c'est le signe qu'il a fait Hossam Hassan, à mon avis. Oui. Ça a tout expliqué. Oui, on était éliminés de la Coupe du Monde après avoir perdu un match contre l'Argentine. On est d'accord, mais on a mis la lumière sur plusieurs points négatifs du football, ou bien le mauvais football, ou, je ne veux pas dire le sale football, mais voilà, c'est pas le fair play ou le slogan de la FIFA, ça se fait pas. Donc je trouve que voilà, c'est Trump bien sûr qui fait peur. C'est le côté un peu de discrimination contre les pays arabes, les pays de la région, de Proche ou du Moyen-Orient. Et regardez, quand on a organisé la Coupe du Monde aux États-Unis, le pays le plus riche, le plus fort politiquement, ou je sais pas, où c'est justement c'est le pays qui décide du destin de pas mal de pays en dehors du sport. Voilà, quand on lui a demandé d'organiser juste une fête ou bien une organisation, une compétition de football, ça a tout dévoilé. Ça a tout dévoilé devant les yeux de tout le monde. Et voilà, et ils ne sont pas capables d'organiser quelque chose pareil. Regardez les problèmes de la météo, des fois des oracles, des tempêtes, la pluie, des matchs. Alors, on peut comprendre tout ce qui est climatique, c'est pas. Mais par exemple, ce qui est arrivé à l'équipe d'Iran, c'est un scandale, par exemple. Bien sûr. J'aimerais, parce qu'on a vraiment quelques minutes encore,
Qu'on revienne un petit peu sur le terrain, quelles sont les équipes qui vous ont impressionné ou qui vous ont surpris dans cette Coupe du Monde? Positivement, la France, bien sûr. Oui. La France, je crois que la France, ils sont toujours capables de continuer, ou peut-être pas, de gagner de nouveau la Coupe du Monde après la dernière fois en 2018. Ils ont un sacré morceau là, le Maroc. Le Maroc est une très forte équipe. Bien sûr, un adversaire pas facile. On souhaite tout le bonheur à nos frères marocains, mais quand même la France, c'est pas un adversaire normal. Je crois que c'est la seule équipe de haut niveau qui arrive à garder son vrai niveau dès le début jusqu'à maintenant, malgré les difficultés techniques qu'ils ont eues pendant leur dernier match contre le Paraguay. Il y a toujours l'Argentine, voilà, on peut pas oublier ça. Mis à part ces deux grandes équipes, je peux mettre l'Espagne et la Norvège. Oui. Et après, la Norvège, malgré le fait qu'il ne soit pas une grande équipe qui n'a jamais remporté aucune coupe avant, mais quand même, le fait d'avoir certains joueurs comme Haaland, par exemple. Oui, mais on parle souvent d'Haaland. Moi, je sais par exemple le match contre le Brésil, l'ailier gauche, je ne me rappelle plus de son nom, quelque chose Stroop, qui joue à Benfica par exemple. Quand il est entré, Norvégien. Oui. Oui. Quand il est rentré, en fait, il a complètement bousculé le match. Et quelles sont les déceptions? Les grandes nations du football ont déçu l'Allemagne, le Brésil. Comment ça se fait? Ce sont des équipes qui étaient sur le sommet du football mondial pendant des années et des années. Comment est-ce qu'on peut décevoir à ce point? Je veux dire quelque chose. Des fois, quand on joue la Coupe du Monde, il n'y avait que la dernière fois à Qatar que la Coupe du Monde se jouait au mois de décembre. Mais ça, normalement, le fait d'organiser la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde au mois de juin, au mois de juillet, après une longue saison pendant laquelle les joueurs y jouaient plus que 50 ou 60 matchs, c'est pas facile de demander aux mêmes joueurs de continuer d'avoir le même niveau. Ils ont un peu de fatigue, ils ont un peu de blessures, des fois ils se forcent physiquement de jouer leur rôle avec leur nation, avec leurs équipes nationales. Ça c'est exactement le cas avec le Brésilien, avec les Allemands. Le problème que l'Italie, ils n'ont même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà, après le barrage, c'était un match barrage contre la Bosnie, un match qui se terminait avec les tirs au but. Mais c'est vraiment un dommage ou une perte pour justement le côté technique de la Coupe du Monde, de ne pas avoir l'Italie pendant cette version. Pareil pour les Allemands. Donc le fait de faire plusieurs matchs, de jouer plusieurs matchs, des fois il y a les joueurs. Je ne veux pas dire qu'ils s'en fichent un peu de la compétition, mais physiquement, ils n'arrivent pas à se donner à 100%. Je crois que ça, c'était le problème du Brésil et l'Allemagne surtout. Oui. Voilà. Est-ce que l'Afrique, on a vu qu'il y avait 8 pays africains qui s'étaient qualifiés, l'Afrique est logée à la même enseigne que l'Asie. Est-ce qu'il faudrait revoir un petit peu le nombre de participants et donner à l'Afrique peut-être une part un petit peu plus importante que l'Asie, puisqu'on a vu que seuls le Japon et l'Australie se sont qualifiés? Une question très importante. Justement, j'en ai parlé avec des amis tout à l'heure. Pourquoi on donne autant de places à l'Asie et pourquoi on donne uniquement 8 ou 9 places à l'Afrique? Regardez maintenant le Maroc. Et le Maroc et l'Égypte. Le Maroc est allé au 8e de finale, ou au quart de finale, pardon. Quart de finale. Et l'Égypte, ils ont fait jusqu'au 8e de finale. Donc je crois que l'Afrique, depuis la prochaine version, tant qu'on va donner toujours 48 places à 48 pays, alors à mon avis, l'Afrique au moins 12 places. Oui. Et on peut retirer au moins 2 places de l'Asie. Parce que, et très rapidement, bientôt un pays africain qui sera champion du monde? Possible avec le Maroc, pourquoi pas. Inch'Allah, l'Égypte, pourquoi pas. Bien sûr. Inch'Allah. Allez, dernière question, un pronostic. Qui va aller en finale? France-Argentine. France-Argentine, d'accord. Moi, je parie sur un Espagne-Angleterre. Pourquoi pas, ça se peut. Je trouvais que l'Angleterre avait très bien joué et je trouve que l'Espagne, si jamais ils jouent contre la France, si jamais ils se qualifient tous les deux, l'Espagne prive les autres pays du ballon. En tout cas, ma préférence après la France et l'Espagne. Et c'est très frustrant d'avoir de bons joueurs
et de ne pas avoir le ballon. Bon, Tellement on va jaune. voir. Oui, on espère. En tout cas, merci beaucoup, Captain Mohamed, C'était un plaisir. pour votre intervention aujourd'hui. Allez, on va se quitter. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de Oracle Ville. Au revoir.